Madame Laura Young. Madame Véronique Schütz, absente. Monsieur Nicole Chenard. Madame Lunga Fatuma Durabu. Monsieur Michel Olegana. Présent. Madame Louise Clam, absente, excusée, donne procuration à Madame Belka. Monsieur David Weiss, absent. Madame Samira Belka. Madame Batou Boutaktem, absente. Madame Marie Kopp, absente, excusée, donne procuration à Monsieur Michel Olegana. Voilà, monsieur. Bien, bon, on va pouvoir démarrer cette séance. Donc, mesdames et messieurs, apparemment, nous allons pouvoir également être filmés. Alors, je ne sais pas si M. Begala, vous installez une caméra. Oui, monsieur le maire. Vous ne demandez pas d'autorisation. C'est pas nécessaire, monsieur le maire. D'accord. Les débats étant publics. D'accord. Et comme toute personne ici autour de la table est d'accord pour être homme et femme public, il n'y a pas non plus droit à l'image. D'accord. Certains demanderont à être floutés sur vos vidéos que vous passerez sur Internet, M. Begala, juste pour information. Donc ça, c'est légal par contre. Merci. Donc on va passer au point numéro 1, mesdames et messieurs. Adoption du compte-rendu de la séance du 12 et du 24 mai. Y a-t-il des commentaires à faire? Donc, tout le monde est d'accord, on passe au vote. Qu'est-ce qui est pour? Qu'est-ce qui est contre? Vous votez pour l'adoption du compte-rendu du 24 mai? J'ai rien à reprocher au compte-rendu, même si je ne suis pas d'accord avec le contenu. Mais le compte-rendu est conforme au débat et relate. Voilà, donc comme j'étais présent, je n'ai pas à être contre. D'accord, très bien, merci. Très bien. Point suivant. Oui, non, mais il a compris qu'il y a également le 12 avril. Vous avez compris qu'il y a bien le compte-rendu du 12 avril et du 24 avril. Il y a le conseil municipal extraordinaire et le conseil municipal précédent. Alors je reprends. Sur le conseil municipal extraordinaire, je ne peux pas être opposé au compte-rendu, étant donné qu'il relate les faits tels qu'ils se sont passés, tels qu'ils se sont déroulés. D'accord, très bien. Donc, M. Begala a bien saisi. Allez, point suivant, finance. Je passe la parole à Mme D'Angelo pour une décision modificative. Merci, Monsieur le maire. Donc, vu la délibération du conseil municipal en date du 12 avril 2017 adoptant le budget primitif général, considérant qu'il y a lieu de modifier certains chapitres dans le cadre du budget primitif de l'exercice 2017, sur avis favorable de la commission des finances réunie le 7 juin 2017, il est proposé au conseil municipal l'ouverture et l'annulation des crédits et des recettes ci-après au budget général 2017. Donc, comme vous pouvez le voir sur le tableau, nous réduisons la somme de 364 000 sur le compte 238, le compte relatif aux travaux de la ZAC. Et nous allons donc ouvrir un crédit de 350 000 pour l'achat de terrains bâtis et donc mettre 14 000 sur les subventions de bâtiments et d'installations, c'est l'aide au commerce. Alors, y a-t-il des questions là-dessus? Merci. Y a-t-il des questions concernant cette décision modificative? M. Begala? Peut-être simplement, pour que toute l'Assemblée soit bien informée, dire quels sont les terrains bâtis qui sont prévus d'être acquis. Alors, on avait prévu donc les 60 000 euros pour l'achat de... 70 000 euros pour l'achat du terrain de l'immeuble que nous avons présenté. Nous avons prévu aussi l'achat de la maison de la... Alors, sur le Rosengarten, il y a une partie... Le Rosengarten, il y a un terrain donc, que nous allons acquérir. Et les 200 000 euros pour 200 000 le euros PFL. pour le CC3. Alors, si le terrain du Rosengarten n'est pas bâti, ou est-ce qu'il y a un C'est terrain du foncier, bâti? c'est du foncier. C'est du foncier. D'accord. Parce que là, c'est détaillé terrain bâti. On a regroupé ça dans terrain bâti, non bâti. Voilà, c'est l'achat. Comme il nous restait un surplus au niveau de la ZAC, donc on ouvre les crédits par rapport à ça. Et excusez ma question, mais sur les 70 000, donc frais d'acquisition plus frais notariaux,
Maintenant, il n'y a plus lieu d'être. Oui, Voilà. l'écriture dans l'autre sens. C'est ça, supérieur. exactement. Et au moment où on avait voté ça, c'était pas encore passé. Ben, je pense que vous avez pu lire la presse, M. Végala. Donc l'affaire Sguir est réglée suite à différentes négociations que nous avons eues avec ce monsieur qui effectivement a été d'une grande écoute et d'une grande compréhension. Il a finalement accepté et dit que se diriger sur le boulevard Charlemagne, c'était forcément la meilleure solution pour lui. Donc il rentre parfaitement dans le cadre de nos études, dans le cadre du schéma directeur. Donc nous, on va bien sûr, au prochain conseil municipal d'ailleurs, annuler cette délibération qui nous permettait de préempter. Voilà. D'autres questions? Pas d'autres questions. Merci. Donc on passe au vote pour cette DM. Qu'est-ce qui est pour? Merci. Enfin, si vous permettez, Monsieur le maire, sous réserve que la prochaine délibération qui annulera le droit de préemption fasse une écriture inverse pour les 70 000 euros. Sous réserve que les 70 000 euros? C'est-à-dire, le commentaire que j'ai fait par rapport aux 70 000 euros pour l'acquisition de l'immeuble Sguir, vous venez de dire que le prochain conseil municipal, vous prendrez une délibération qui vienne annuler cette préemption. Donc, sous réserve, je vote parce que je ne vais pas faire un vote différencié pour 3 lignes de chiffres, simplement sous réserve que lors de la délibération, on fasse également l'écriture inverse et qu'on remette les 70 000 euros là où ils étaient avant. Et en même temps, je pense qu'il y a encore d'autres opérations foncières à faire sur le Rosan Carten. J'ai d'ailleurs bientôt des rendez-vous avec des propriétaires. Donc je pense qu'on pourra encore, voilà, on va encore un peu attendre. Surtout qu'une famille qui possède plusieurs parcelles, donc je pense qu'il y a des sommes importantes qui vont devoir être dégagées très prochainement. Voilà, merci à vous. Alors, le vote a été réalisé. Alors, on passe à la délibération suivante. C'était Madame Sutera. Donc là, je passe la parole à Khalid Yasser. Donc, attribution d'une subvention exceptionnelle au lycée Hurlevent de Bernay-Forbach. Vu la demande du lycée Hurlevent en date du 21 septembre 2016, et vu l'avis favorable de la commission des affaires scolaires en date du 29 mars 2017, considérant que le lycée Hurlevent participe à la 33e édition du Shell Eco Marathon, qui s'est déroulé à Londres du 25 au 28 mai 2017, que cette compétition met au défi les étudiants de concevoir, construire et conduire des véhicules les plus performants possibles en matière d'efficacité énergétique et que son principe est de réaliser un prototype pouvant effectuer un maximum de kilomètres avec un minimum de carburant. Considérant que cette performance représente une vitrine du savoir-faire technologique et technique des écoles et d'ingénieurs et des lycées, qu'elle concourt à promouvoir le savoir-faire et le dynamisme du lycée Hurlevent en matière d'éducation, de culture, de compétences professionnelles et technologiques, considérant que si cette participation à cette compétition honore les élèves du lycée et contribue au rayonnement de notre la réalisation du véhicule ainsi que le séjour en Angleterre représente un coût financier important pour l'établissement. Considérant que le lycée Hurlevent sollicite la municipalité afin d'obtenir une aide financière permettant aux élèves de conclure au marathon, considérant les frais liés à cet événement, il est proposé au conseil municipal d'allouer au lycée Hurlevent une subvention exceptionnelle d'un montant de 500 € afin de financer une partie des frais de déplacement, d'imputer la dépense sur les crédits figurant au budget primitif 2017 de la ville. Merci M. Yasser. Donc c'est en fait comme l'année dernière, c'était une participation sur le déplacement du lycée en Angleterre. Donc qu'est-ce qui est pour cette participation de 500 € à l'unanimité? Très bien, merci. Délibération suivante, toujours Khalid Yasser. Madame Sutera est absente. Attribution des crédits scolaires pour l'année 2017. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'avis favorable de la Commission des affaires scolaires en date du 29 mars 2017, considérant que la commune alloue annuellement aux écoles maternelles et élémentaires des crédits de fonctionnement destinés à couvrir l'acquisition de fournitures, de matériel collectif d'enseignement et de manuels scolaires, considérant que la commune alloue une dotation forfaitaire pour les actions spécifiques et répertoriées par l'instruction académique et destinées à l'acquisition du matériel nécessaire à ces actions, il est proposé au conseil municipal d'allouer pour l'année 2017 les dotations attribuées aux écoles maternelles et élémentaires comme suivant. Donc on a repris exactement la même dotation que les années précédentes pour l'ensemble des écoles, 10 € par élève, pour l'ensemble des écoles, que ce soit maternelle et élémentaire, et pour les livres, 17 € par élève. Pour le RASET, 250 € pour l'école
Hector Berlioz de Firmin-Châtillon et 75 € pour l'école du Pasteur. Et pour les dispositifs plus de maîtres que de classe, qui n'a plus lieu d'être à la rentrée, 200 € pour Hector Berlioz, Châtillon et 75 € pour Pasteur. Les crédits ne changent pas. Donc rien n'a changé. Donc on passe à une délibération. Alors qu'est-ce qui est pour? Très bien. Merci. Délibération suivante. Monsieur Yasser, ce soir c'est pour vous. Sortie pédagogique des écoles élémentaires et maternelles. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'avis favorable de la Commission des affaires scolaires en date du 29 mars 2017, considérant que la commune participe chaque année aux frais de sortie pédagogique des écoles maternelles et élémentaires, en subventionnant une partie de ces sorties de classe, il est proposé au conseil municipal de reconduire pour l'année 2017 la participation de 7 € par élève pour les écoles maternelles et élémentaires dans la limite de 3 jours consécutifs. Donc ça c'est pareil, hein, c'est comme l'année dernière, ça ne change pas. Là-dessus, tu veux une question? Oui, enfin, une remarque, comme le faisait remarquer le rapporteur, effectivement, ça ne change pas depuis l'année dernière, mais j'ai l'impression que ça fait déjà plusieurs années qu'on n'a pas vraiment augmenté cette dotation. Je pense qu'à un moment donné, on doit peut-être quand même arriver à la réexaminer. Quand on fait le rapport, M. Obligala, il n'y a pas plus de dépenses que les années précédentes, et les écoles ne prévoient Pas de demande supplémentaire. Non. C'est pas l'effet inverse, c'est-à-dire que comme ils savent qu'il n'y a que 7 €, ils limitent volontairement le montant. Je ne pense pas, en conseil d'école, il n'y a pas de remarque par rapport à ça. Et, d'autant plus qu'il leur reste des crédits. Donc, D'accord. Merci. Les crédits sont excédentaires. Très bien. Monsieur Yasser, délibération suivante, toujours pour vous. attribution d'une subvention. Pardon, pour voter, effectivement. On va voter. Donc, qu'est-ce qui est pour? Ça ne change pas. Très bien, merci. Unanimité. Attribution d'une subvention pour les différentes manifestations scolaires, toujours Monsieur Yasser. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'avis favorable de la Commission des affaires scolaires en date du 29 mars 2017, considérant que la commune participe chaque année aux actions des écoles et du collège s'inscrivant dans le cadre de la politique d'éducation prioritaire, dont le but est de donner à tous un accès à la culture, de favoriser les talents artistiques et de développer les connaissances, les capacités et les aptitudes relatives au domaine du lieu. Il est proposé au conseil municipal de participer à hauteur de 2 500 € aux frais d'organisation des manifestations suivantes: la grande lessive, le concours Moselle, champion de lecture, le printemps des poètes, le chemin de l'expression, théâtre, parcours politique, le projet mathématique, d'allouer une subvention de 2 000 € au foyer social éducatif PFSE du collège Robert Schumann, qui sera chargé de répartir les subventions aux écoles en fonction des dépenses qu'elles ont engagées, d'imputer les dépenses au budget primitif 2017 de la ville. Merci, M. Yasser. Donc là, les manifestations en termes de nombre n'ont pas changé. Par contre, l'enveloppe a changé en termes de participation financière. 200 € de plus par rapport à l'année dernière. Très bien, donc on peut passer au vote. Qu'est-ce qui est pour? À l'unanimité. Merci. Et là, on change de registre. Attribution de subventions exceptionnelles. Je passe la parole à Madame Debacha. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L21-21-29, L23-21-1, vu le crédit prévu au budget primitif relatif à l'exercice 2017, considérant l'importance de nouvelles actions pour la vie quotidienne des Vérinois, il est proposé au conseil municipal d'apporter un soutien financier pour un montant de 3 750 € à TV8 Moselle pour son film intitulé Mon quartier, mon cadre de vie. Ce film a pour vocation d'illustrer le cadre de vie dans les quartiers prioritaires du contrat de ville, et pour Beren Les Forbach, il fait suite aux 2 premiers films réalisés dans le cadre du projet de renouvellement urbain. Un soutien financier pour un montant de 2 000 € à la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle pour son action intitulée L'entrepreneuriat dans les quartiers. Cette action a pour vocation de mettre à disposition de tous les citoyens un système d'information complet sur la création d'entreprises dans les quartiers prioritaires, d'approuver cette aide communale telle que détaillée ci-dessus et d'en autoriser le versement
d'autoriser Monsieur le maire à procéder à la signature de documents irrelatifs, d'imputer la dépense sur les crédits figurant au budget primitif 2017 de la ville. Merci Mme Devacha. Y a-t-il des questions par rapport à ces deux subventions? Non. Bon, très bien, on passe au vote. Qu'est-ce qui est pour? Merci. Personne n'est contre. Allez, délibération suivante, toujours Mme Devacha. Donc là, on va parler du FPH. Mme Devacha. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L21-29, L23-21-1, vu les crédits prévus au budget primitif relatif à l'exercice 2017, considérant que le fonds de participation des habitants développé dans le cadre du volet cohésion sociale du contrat de ville 2015-2020 ont pour objectif de soutenir les projets portés par les habitants, organisés ou non en association. Considérant qu'une enveloppe a été attribuée lors du comité de gestion à hauteur de 17 616 € pour l'exercice 2017, il est proposé au conseil municipal, sur avis favorable du comité de gestion réuni le 12 mai 2017, d'apporter un soutien financier dans le cadre des actions de premier semestre 2017 pour un montant global de 7 500 € au titre du FPH aux porteurs de projets selon la répartition ci-après définie. Donc 2 000 € sur l'enveloppe FPH à l'association Taproot pour leur manifestation intitulée Vide-Grenier qui a eu lieu place des Prés aux Oies le 6, 7, 8 mai 2017. Ce vide-grenier avait pour but de faire découvrir les richesses de la culture berbère. 1 500 € sur l'enveloppe FPH au comité de jumelage pour leur manifestation intitulée Fête de l'Europe, qui a lieu en mairie le 8 mai 2017. Cette manifestation a pour vocation essentielle de donner aux habitants l'envie d'être européens. 1 500 € sur l'enveloppe FPH à l'association culturelle de Bérène pour leur fête de la musique qui aura lieu à l'aire de loisirs du Halmet le 17 juin 2017. 2 500 € sur l'enveloppe FPH à l'association culturelle des musulmans de Bérène pour leur kermesse solidaire qui a eu lieu le 20 mai 2017. Cette kermesse a pour vocation de réunir toutes les confessions autour d'un événement. L'intégralité des bénéfices sera reversée à l'association SOS Syrie. D'approuver la répartition aux associations telles que détaillées ci-avant, d'autoriser le versement aux bénéficiaires, d'imputer la dépense correspondant sur les crédits figurant au budget 2017 de la ville. Il manque un morceau. Ouais. Il est où? Non. Ah non. Ah non, justement. Déjà, je lis le reste là, non, comme ça. Alors, je suis désolée, je reviens. C'est quoi? À partir de... Ah, ok. D'accord, très bien. Alors, d'apporter un soutien financier dans le cadre des actions du premier semestre 2017 pour un montant global de 4 795 € au titre du FPH aux porteurs de projets selon la répartition ci-après définie. 3 700 € sur l'enveloppe FPH et 2 800 € de participation de la ville à l'association Jeunesse et Espérance pour leur manifestation intitulée Nuit du partage et de la solidarité, qui a eu lieu la place aux Prés aux Oies le 3 juin 2017. 1 095 € à M. René Botz pour la fête des voisins qui aura lieu le 27 août 2017 au lotissement des Chênes. D'approuver la répartition du FPH aux associations telles que détaillées ci-avant, d'autoriser le versement aux bénéficiaires, d'imputer la dépense correspondante sur les crédits figurant au budget 2017 de la ville, d'autoriser M. le maire à signer tout document relatif à ces actions. Désolé. Monsieur Brigala. Oui, merci, Monsieur le maire. J'ai deux remarques à formuler sur cette délibération. La première concerne la forme, c'est-à-dire que la phraseologie qui est utilisée pour justifier les différentes dépenses. Sincèrement, je préfère le petit paragraphe qui concerne l'ACB, où on ne justifie rien, on dit simplement, voilà, il y a la fête de la musique, et puis point à la ligne. Mais par contre, pour Taproot, par exemple, ce vide-grenier avait pour but de faire découvrir les richesses de la culture berbère. Un vide-grenier a pour but de faire connaître la richesse de la culture berbère. La suivante est pas mal non plus, donc c'est pour le comité de jumelage. Cette manifestation a pour vocation essentielle de donner aux habitants l'envie d'être européens.
La troisième, concernant l'association culturelle des musulmans, cette kermesse a pour vocation de réunir toutes les confessions autour d'un événement. C'est pas très laïque déjà quand même d'attribuer des subventions pour ce type d'action. Sincèrement, je vous recommanderais, monsieur le maire, à l'avenir que vos services évitent de justifier avec des histoires pareilles, quoi. Ça ne tient pas la route. Maintenant, sur le fond, donc ça c'est une parenthèse. Sur le fond, j'aimerais savoir qui est ce comité de gestion et sa composition. J'en ai pas connaissance. Oui. Vous voulez connaître la composition exacte avec les noms ou juste... Non. D'accord, en fait, vous avez l'État. Oui. L'État qui est représenté par monsieur qui chargé de mission. Vous avez une personne qui se déplace, qui fait partie de la communauté d'agglomération de Forbach. Vous avez les associations, vous avez le CMSEA qui est représenté également. Vous avez un ou deux techniciens de la ville et vous avez un ou deux élus tous les mois. Voilà. 4 associations. Donc il y a 4 associations, 2 élus, le CMSEA, l'État, l'AGLO. Et il manque quelqu'un encore. Il n'y a pas. Non. Voilà. Ok, merci. Donc maintenant sur la deuxième partie que Mme Debacha n'avait pas sur son rapport, donc bizarrement ces deux points-là n'ont pas été examinés par le comité de gestion. En fait, il y a eu 2 commissions. Vous avez eu une commission le 12 mai, où là vous avez 4 attributions, et ensuite il y a eu un comité de gestion le 1er juin, pour 2 opérations. Je comprends l'articulation. Voilà. Par contre, alors maintenant, sur la nature même de l'attribution de la subvention à M. René Botz, je cite son nom parce qu'elle figure dans la délibère, donc tout le monde l'a entendu. Je trouve ça sincèrement un peu fort de café. Je sais bien que le FPH est prévu pour faciliter les liaisons sociales entre les habitants d'un quartier, que c'est un élément qui ne doit pas forcément recourir à l'établissement d'un projet écrit. C'est quelque chose qui se veut facilitateur pour permettre justement que les gens puissent se rencontrer. Mais je suis quand même allé un peu sur Internet pour voir dans d'autres villes quels étaient les montants attribués pour les fêtes des voisins. On se retrouve avec des sommes de l'ordre de 200, 300, 400 euros au grand maximum. Ici, il y a 1095 euros. Il a déjà touché 1300 euros l'année dernière pour cette même fête de quartier. Quand je compare, par exemple, par rapport à d'autres associations, qui elles sont des associations constituées, là c'est des personnes privées qui touchent la subvention. Quand je compare ça par rapport à des associations qui touchent des subventions avec lesquelles elles doivent fonctionner sur 12 mois, ici pour une seule petite fête entre voisins qui réunit quelques amis d'un quartier, on est à 1095 euros. Alors que par exemple pour les arboriculteurs qui existent depuis bien avant que nous existions nous-mêmes, on donne 500 euros par an. Les porte-drapeaux, Dieu sait si c'est important et si nous sommes heureux de les voir les jours des commémorations devant le monument aux morts, touchent 150 euros. Les anciens combattants, 500 euros. Les parents d'élèves, 300 euros. Les rencontres amicales qui sont organisées au 3e âge, qui réunissent toutes nos mamies régulièrement, touchent 700 euros. Voilà, le taïbo 250 euros, l'apkido 600 euros, futsal 1000 euros, avec des fonctionnements sur 12 mois. Ici, pour une seule soirée, 1095 euros. Alors j'ose espérer que vous avez les justificatifs des dépenses qui sont envisagées pour cette manifestation. Et j'aimerais bien, s'il est possible, d'en avoir connaissance, parce que je trouve quand même que quand je compare cette somme par rapport à d'autres sommes, petite compensation café gâteau, quelques tracts, des choses comme ça, on arrive à des dépenses qui sont bien inférieures à ce qui est annoncé ici. Je sais que ça ne se fait plus, mais quand on convertit ça en francs, on est quand même à presque 7000 francs. Je trouve ça énorme, pour simplement une fête entre copains, entre voisins. Et imaginons que, à la lumière de ce qui est discuté ici ce soir, d'autres quartiers se sentent
l'esprit d'entreprise et puis phase de même, où irions-nous par rapport à nos associations qui assurent, elles, des animations tout au long de l'année. Donc j'aimerais bien avoir votre sentiment à ce sujet, monsieur le maire. Vous avez déjà été voir la manifestation? Parce que maintenant c'est la deuxième ou troisième opération. J'ai pas été invité. Alors moi je vous invite à passer quand même boire un verre, parce que, enfin qu'élu, hein, parce que c'est un lotissement qui existe depuis les années 80. Je crois que c'est un lotissement qui s'est découvert, personne ne se connaissait. Je dis ça parce que j'y ai même habité un moment. Et je crois qu'il réunit plus de 120 personnes. C'est une belle manifestation. Il y a des jeux pour enfants qui sont loués. Donc voilà, les coûts en fait. Hein. Les jeux qui sont loués. Je crois qu'il y a un animateur qui est là. Il y a un repas qui est offert à l'ensemble des personnes. En plus, le repas est sorti apparemment. Non, moi je trouve que c'est franchement une belle manifestation. Et j'encourage justement les autres quartiers de Bérem à se lancer dans les mêmes opérations, bien que le FPH est normalement limité au quartier politique de la ville, donc malheureusement le quartier, comment dirait, cité. Moi j'invite justement les personnes du quartier, justement au village, à lancer ces mêmes opérations, et je sais que l'équipe municipale est favorable justement à accompagner, bien que les services de l'État ne soutiendront pas, parce que le FPH est subventionné, mais nous accompagnerons les quartiers qui se lanceront dans ces opérations-là, parce que ça crée de la dynamique, ça crée de la vie, et ça donne beaucoup de fierté aux personnes d'habiter à Bérem, et moi j'en suis très fier de participer à ces auteurs-là. Après, les justificatifs sont présentés, sans justificatifs, effectivement, on ne jouerait pas de jeu. Voilà ce qu'on peut dire. Après, si c'est M. Botz qui est porteur du projet, c'est parce qu'en fait, il faut un habitant, et il fallait un RIB, et malheureusement, le Trésor public nous demande un RIB avec un nombre de personnes. Ils ne veulent pas créer une association de quartier, donc quelque part, pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne malheureusement ou heureusement pour eux. Donc, voilà. Après, effectivement, on peut aussi dire que les porte-drapeaux touchent 300, 400 euros, et bon, en même temps, si vous faites un ratio par rapport au nombre de personnes sur la journée avec l'ensemble des activités, franchement, je trouve que c'est pas beaucoup. Voilà. Après, c'est toujours une somme, effectivement. C'est sur le fond que c'est pas très moral. Même si ça touche 120 personnes, je m'en réjouis, c'est bien. C'est sur le fond que c'est pas très moral. C'est-à-dire que, prenons maintenant les porte-drapeaux, on en a parlé, vous l'avez repris. Les porte-drapeaux sont là à toutes les manifestations, toutes les commémorations. Heureusement qu'ils sont là. Donc on ne peut pas leur reprocher, quelque part, c'est pas ce que vous avez fait, de ne pas contribuer à la vie de la ville. Mais quand on compare ce qui touche pour un fonctionnement annuel, quand on fait ce ratio-là par rapport à cette manifestation-là qui n'est que pour une soirée, je me dis, attends, il y a quand même un souci ou des questions à se poser quelque part, quoi. Maintenant, sur le fond, on sait que c'est fait pour ça. On sait que le fonds de participation des habitants est fait pour ça. Mais quand même, il faut rester dans un cadre moral, à mon avis, qui ici est un peu dépassé. Après, si on reprend les porte-drapeaux, ils n'ont jamais demandé plus, hein, depuis 20 ans, ni les arboriculteurs. Et si on continue avec ces porte-drapeaux, je crois qu'on a acheté une vingtaine ou une trentaine de casquettes, on a payé des drapeaux, on a payé des ceintures, on les accompagne du mieux qu'on peut. Même s'ils ne demandent pas forcément des subventions en début d'année, quand ils viennent nous voir, et d'ailleurs, je peux vous dire qu'ils viennent nous voir assez souvent parce qu'ils organisent quand même pas mal de sorties avec les enfants, en termes de souvenirs, de mémoire, et ils sont quand même assez actifs. On a toujours joué le jeu, quoi. Ben, je salue Madame Darabu qui vient d'arriver, en fait. Hein. Bonsoir. Très bien, donc on va passer au vote sur ces différents points FPH. Alors, qu'est-ce qui est pour? Monsieur le maire, explication de vote sur réserve de cette attribution de 1095 € que je désapprouve, mais le reste, je suis d'accord. Qu'est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Il y a une personne qui s'abstient. Très bien, merci. Délibération suivante, Madame D'Angelo, création d'un poste de rédacteur. Donc, création d'un poste de rédacteur territorial titulaire à temps complet. Vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu le décret numéro 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux, vu les décrets numéro 2010-329 et 2010-330
du 22 mars 2010 relatif à l'échelle indiciaire et la durée de carrière applicable à ce grade, il est proposé au conseil municipal de créer un emploi de rédacteur territorial titulaire à temps complet à compter du 1er juillet 2017, de fixer l'échelle indiciaire à l'indice brut de début 366 et à l'indice final brut 591 conformément au décret suvisé, et d'inscrire les crédits nécessaires au budget communal. Merci Mme D'Angelo. Est-il des questions sur cette délibération? Pas de questions particulières, M. Muller? Non? M. Miguela? Oui, enfin, évidemment sans donner le nom, un peu C'est quelqu'un qui a réussi un examen et qui va passer cadre B. Félicite d'ailleurs. Très bien. Mme D'Angelo, c'est toujours pour vous. Modification du tableau des effectifs à voter. Pardon, on va passer au vote. Qu'est-ce qui est pour? Merci. Unanimité. Mme D'Angelo. Donc, modification du tableau des effectifs. Conformément à la réforme du statut des fonctionnaires territoriaux prévue par le décret numéro 2017-397 du 24 mars 2017, modifiant le décret numéro 2006-1391 du 17 novembre 2016, portant statut particulier du cadre d'emploi des agents de police municipale applicable au 1er janvier 2017, il convient d'adapter le tableau des effectifs du personnel de la filière de la police de la collectivité en transformant les emplois existants pour tenir compte des nouveaux grades. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Et il est proposé au conseil municipal d'examiner le tableau des effectifs. Donc le grade actuel part de gardien de police, donc ça concerne 2 agents, et le nouveau grade, donc le nouveau terme, ça sera des gardiens brigadiers. Donc d'apporter au tableau des effectifs de la collectivité les modifications nécessitées par les décrets suvisés. Donc là, il n'y a rien de particulier, hein. C'est juste la dénomination qui change pour 2 agents. En fait, on nous demande de changer le nom de gardien de police en gardien brigadier. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui est pour? Merci, l'unanimité. Délibération suivante, toujours Mme D'Angelo, montant des indemnités du fonction du maire, des adjoints, des conseillers municipaux. Vu les articles L2123-20 à L2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales, vu l'article L2123-20 du Code général des collectivités territoriales qui fixe les taux maximum des indemnités de fonction des maires, adjoints et conseillers municipaux, vu le procès-verbal de la séance d'installation du conseil municipal en date du 5 avril 2014 constatant l'élection du maire et de 8 adjoints, vu la délibération du 17 avril 2014 déterminant le taux des indemnités des élus pour l'exercice de leurs fonctions dans la limite des taux maximums fixés par la loi, vu les arrêtés municipaux en date du 16 avril 2014 portant délégation de fonctions à mesdames et messieurs les adjoints et mesdames et messieurs les conseillers municipaux, vu le décret numéro 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation, vu le décret numéro 2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret numéro 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret numéro 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation. Considérant que les indemnités de fonction des élus sont fixées par le Code général des collectivités territoriales et calculées sur la base de l'indice brut terminal de la fonction publique, la strate démographique et le statut juridique de la collectivité, considérant que l'indice brut terminal de la fonction publique est amené à évoluer, il est donc proposé au conseil municipal de fixer avec effet au 1er juin 2017 le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions du maire, des adjoints et des conseillers municipaux comme suit. Donc le maire, 65% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Le premier et le deuxième adjoint, 25,5% de 85% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Les adjoints et conseillers municipaux délégués, 27,5%
fois 45% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, les conseillers municipaux 1,5% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique et d'inscrire les crédits nécessaires au budget communal. Merci Madame Badjigo. Monsieur Vigala. Oui, Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cette délibération est différente de celle qui avait été prise en début de mandat? Je peux expliquer. Donc l'indice a changé, donc on passe d'un indice 1015 à un indice 1028. C'est la revalorisation des indices. Donc on applique juste la loi. Je peux vous donner les montants, à quoi ça correspond comme augmentation? J'allais vous le demander. Alors pour le maire, ça représente une augmentation de 4,50 €. Pour le premier et le deuxième adjoint, une augmentation de 1,90 €. Pour les adjoints et les conseillers municipaux, 0,90 centimes. Et pour les conseillers municipaux, 15 centimes. Merci. Troisième question. Est-ce que pour si peu, ça vaut vraiment le coup de faire? Est-ce que c'est obligatoire? Oui, c'est la loi, c'est le décret qui est sorti. Bien, étant donné donc explication de vote, Monsieur le maire, étant donné que je suis le seul dans cette assemblée à ne pas être rémunéré, je voterai contre si vous êtes d'accord. Je ne suis pas d'accord, vous votez comme vous le souhaitez, hein. C'est dans la démocratie. Par contre, si on parle d'indemnité, il faut quand même rappeler à M. Ligala et à Mme Belka qu'en termes d'indemnité, on est à moins 30% par rapport à leur mandat. Hein. Donc, même si on a une augmentation de 4,40 €, on est toujours très loin de l'indemnité que vous touchiez à l'époque. Voilà, donc merci à vous. On va passer au vote. Si vous permettez, Monsieur le maire, je ne sais pas, à un moment donné, il va falloir quand même que vous preniez conscience qu'entre mon mandat et le vôtre, il y avait un autre mandat. Et les choses auxquelles vous vous référez datent maintenant d'il y a 15, 17 ans, 12 ans, etc. Ça a été changé en 2014. 2014, je ne sais pas, je suis désolé, mais je ne pensais pas que là, il y ait une petite erreur. Non. Entre vos indemnités, M. Dibaud, et les nôtres, enfin votre équipe, l'équipe de M. Dibaud et la nôtre, il y a eu 30% de moins, grosso modo. Oui, donc si vous parlez de M. Dibaud, là. Ouais, vous aussi. Je sais pas, tout c'est pas clair, désolé. Oui, c'est clair. Très bien, donc on passe au vote. Qu'est-ce qui est pour cette modification? Merci. Donc M. Bigala est contre. Délibération suivante, c'est M. Afriat qui a la parole. Acquisition de biens. Donc là, effectivement, on va parler des fois du Rosengarten. Merci, M. le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1311-9 à L1311-13 et L2241-1, L2541-12. Vu l'article L3221 du Code général de la propriété des personnes publiques, considérant que les communes peuvent accroître leur patrimoine en faisant l'acquisition de biens immobiliers ou de droits, ces acquisitions peuvent être réalisées selon deux modalités, soit à titre onéreux, selon des procédés de droit privé, à savoir l'achat et l'échange, ou des procédés de droit public, à savoir l'expropriation et le droit de préemption, soit à titre gratuit par le biais de l'acceptation de dons et legs ou de l'acquisition de biens sans maître. Considérant que la saisine des domaines est obligatoire pour toute acquisition d'une valeur hors taxe, hors droit supérieur ou égal à 180 000 €, il est proposé au conseil municipal d'acquérir les parcelles cadastrées en section 2, numéro 441, d'une contenance de 357 m² au prix de 50 € le mètre carré, section 3, numéro 90, d'une contenance de 231 m², section 3, numéro 92, d'une section contenance de 115 m², et section 3, numéro 98, d'une contenance de 249 m². Le prix pour les trois parcelles étant fixé à 11 € le mètre carré. Ces parcelles sont la propriété de M. Simon Borne et M. Raymond Victor Borne sous tutelle de son fils, M. Raymond Borne. Le montant à payer pour les 4 parcelles est fixé à 24 395 €. Les parcelles cadastrées en section 3, numéro 88, d'une contenance de 278 m², section 3, numéro 91, d'une contenance de 120 m², et section 3, numéro 94, d'une contenance de 29 m², propriété de M. Simon Borne. Le prix pour ces trois parcelles est fixé à 11 € le mètre carré, soit 4 697 € pour l'ensemble.
Proposer également au conseil municipal de préciser que cette opération sera exonérée du droit au profit du Trésor en vertu de l'article 1042 du Code général des impôts et d'autoriser M. le maire à signer tout acte administratif ou notarié à intervenir ainsi que tout document se rapportant à cette affaire et de dire que les crédits sont inscrits au budget primitif 2017 de la ville. Derrière un donc, il y a un plan cadastré. Si vous descendez, un plan. Plan cadastré Voilà. avec en rouge des parcelles à acquérir. Donc, en fait, c'est dans la rue des Jardins. Voilà, donc c'est ce qui permettrait d'accéder ou de sortir d'une première tranche du lotissement du Rosengarten. Et je pense que c'est vraiment une bonne chose parce que c'était l'élément bloquant. Et aujourd'hui, on a la possibilité de faire une entrée et une sortie. Voilà. Donc je passe la parole à M. Liga. Il y a une question? Oui, monsieur le maire, il me semble que la 93 n'est pas dans la délibération. Elle est sur le plan. La grande du milieu, là. Oui. Il y a la petite, la 94, qui est adjacente, mais la 93, elle n'est pas sur la délib. Alors, soit le plan est faux, soit la délib est fausse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parcelles. Non, je pense qu'il y a juste peut-être au niveau du cadastre, il y a les chiffres qui bougent de temps en temps, donc peut-être que c'est superposé, mais il y en a bien 7 sur la délib et 7 qui sont assurés, hein, donc on est bien bon. Et je pense que c'est ça, c'est bon. Alors à mon avis, ce qui n'apparaît pas sur votre plan, parce que l'échelle est trop petite, c'est la 94. La 94 est une petite enclave dans la 93. Ouais, c'est ça, ça peut-être juste bouger. Je ne sais pas si on peut aller sur le net ou ça va être. C'est caché par le minute ou chiffre. Ouais. Peut-être, ouais, c'est peut-être une petite lanière. Il y en a bien 7. Mais c'est à peu près ça, quoi, ce qui a été assuré. Bon. Ouais, 94, Voilà, vous voyez, celle-là oui, mais la 93, elle n'est pas dans celle qui est en 97, la 96, la 93, on voit bien aussi la 96, on ne sait pas où est-ce qu'elle se situe. La 95 également. Est-ce que c'est pas la 97, celle de la 86? Non, monsieur Afriad, ne vous fourvoyez pas. Non. La réponse est simple, la 93 n'est pas dans la délibération, la 94 y est, si vous enlevez la 93, vous avez le nombre qui est sur la délibération. Oui, tout à fait. Donc, je pense que le trait est allé trop loin, à mon sens. Ouais. Bon, enfin, c'est à vérifier, c'est à vérifier, et puis... Moi, j'ai l'impression que la 99 est décalée. Alors, en fait, la 99, c'est pour ça que je disais, c'est le plan qui est décalé. La 99, elle n'est pas en fait dans sa ligne. De toute façon, c'est un plan cadastral, hein, c'est un plan qui est donné par. Voilà. Enfin, si vous voulez, sur le fond, monsieur le maire, on peut se réjouir de cette prise de conscience des consorts bornes, enfin. Ça a été effectivement une entrave pendant longtemps pour voir la réalisation de ce projet de lotissement. Bon, maintenant, il y a des questions à se poser. Entre autres, vous avez acquis récemment la maison Bellavia. Voilà, je pense que l'ensemble de ce projet, si vous voulez que je vous livre le fond de ma pensée, que l'ensemble de ce projet devrait quelque part être revisité. C'est un projet effectivement que nous avions initié en son temps. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des faits qui remontent maintenant à presque une quinzaine d'années. La question est quand même de se poser, même si nous sommes en phase d'acquisition auprès de l'EPFL, et qu'à l'époque, oui, c'est déjà fait, je sais. L'EPFL, les négociations ont été faites entre M. Borne et moi-même. Oui, non, mais je veux dire, on rembourse encore le PFL ou est-ce qu'on a tout payé? Tout est payé. Bon, c'est bien, c'est déjà ça qui est fait. Donc ce que je disais, c'est que c'est un projet qui date maintenant d'il y a 15 ans, qu'il faudrait peut-être quand même réexaminer. Vous avez engagé le lotissement dans le secteur des Chênes. Bon, à un moment donné, je pense qu'il faudra quand même faire des choix
sincèrement se poser la question si ces deux projets, qui datent maintenant, comme je l'évoquais, une quinzaine d'années, ont encore la même pertinence aujourd'hui qu'elles pouvaient l'avoir il y a à cette époque-là. Et entre autres, la pertinence elle se situe dans les choix. Ici, on a effectivement une zone qui est relativement simple à urbaniser parce que le trait rose qu'on voit cheminer au milieu de ce secteur, c'est une conduite d'évacuation d'eau, une 400, donc une très grosse conduite, ce qui permet effectivement d'installer ce lotissement avec facilité. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'au lotissement des Chênes, on est dans un secteur qui, bon, somme toute, présente un intérêt parce qu'il y aura une sortie directe sur la voie de contournement, mais on est encore dans une zone qui est très urbanisée. Est-ce que les personnes en capacité aujourd'hui de construire et de devenir propriétaires fonciers seraient plus intéressées par une maison qui se situerait dans le village ou une maison qui se situerait à proximité de la cité? C'est le genre de question qu'il faut commencer à se poser. Est-ce que nous avons un potentiel sur Beren de personnes suffisamment motivées aujourd'hui pour encore construire dans notre ville par rapport au nombre d'habitants qui est quand même en baisse par rapport à cette époque? Donc aussi, autre question à se poser. Est-ce que ça vaut le coup de mettre en concurrence plusieurs projets de lotissement en même temps? Est-ce que... On ne sera pas en concurrence, justement, ben, vous m'expliquerez tout à l'heure. Et ensuite, c'est de se dire, au vu de l'évolution des acquisitions, donc Bellavia, maintenant Borne, vous évoquiez une autre acquisition tout à l'heure, de déterminer peut-être, de revoir le plan et de diffuser et de proposer à votre conseil municipal un nouveau plan qui permettrait de voir quelle est la réalité du projet qui est envisagé, de savoir un peu où on met les pieds. Je reviendrai tout à l'heure quand on parlera de l'entrée de ville. Je vous avais posé la question aussi plusieurs fois, est-ce que vous avez déjà un plan? Si oui, partagez-le, etc. Donc s'il y a réellement déjà une étude qui a été faite ou une réflexion plus poussée qui a été faite sur ces lotissements, ce serait peut-être bien à un moment donné de le partager ici dans ce conseil municipal. Donc question, est-ce qu'on n'est pas en concurrence? Est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui, etc. Voilà un peu le questionnement dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors effectivement, toute la difficulté était de négocier avec la famille Borne sur ces parcelles. Vous-même, je crois que vous aviez essayé, ça n'avait pas fonctionné. Je crois que M. Thibault avait essayé, ou un de ses adjoints n'avait pas réussi. On l'a vu à plusieurs reprises, il a finalement accepté, nous on s'en réjouit. En même temps, nous avions déjà lancé l'opération de la Fistaquel. Je pense que c'est une opération qui est viable, on a déjà quelques demandes sur ce dossier-là. Et en même temps, ça rentre parfaitement dans le schéma de ce que nous voulons construire du Beren de demain, c'est-à-dire associer à la cité qui sera forcément dans les années à venir, je parle à 20 ou 30 ans, alors, à chaque fois en démolition, sur de la reconstruction. Et donc l'idée c'est de moderniser Beren avec différents quartiers. Et moi je pense qu'il faut justement continuer sur la zone des Chênes pour descendre et peut-être un jour monter pour rejoindre, pourquoi pas, ensuite le lieu-dit du Buren de l'autre côté. Je pense que c'est hyper important d'avoir ensuite des biens immobiliers qui ne correspondent pas toujours à des logements sociaux. C'est aussi apporter à Beren, parce que l'objectif final c'est justement de faire venir d'autres personnes qui habitent à Beren. La clientèle recherchée, ce n'est pas forcément que des gens de Beren, ces gars-là. Donc moi je pense que l'idée est très très bonne. Par contre, là où vous avez raison, c'est surtout pas se mettre en concurrence. Donc l'idée c'est travailler sur la Fistaquel, vendre la Fistaquel et en même temps travailler sur l'opération du Rosengarten qui pourrait s'enchaîner juste derrière. Et après le Rosengarten, travailler sur une troisième opération si la loi de la démocratie nous permettra de travailler sur peut-être le lotissement sur le Hurlevent ou je ne sais pas encore. Voilà. Mais l'idée c'est jamais se mettre en concurrence effectivement. Toujours à des prix extrêmement attractifs pour justement attirer d'autres personnes à Beren pour essayer justement de réduire les pertes de population que nous avons subies ces 15 dernières années. Voilà. D'accord sur la philosophie du projet, ça correspond à peu près à ce que nous envisageons également, c'est-à-dire de proposer un foncier bas, qui puisse
puisse justement attirer d'autres personnes. Mais bon, comme dit, ce sont des projets qui datent maintenant d'il y a une quinzaine d'années. Alors vous parliez d'un schéma, etc. J'aimerais savoir, si vous n'avez pas répondu à ma question, si un tel schéma existe et si une telle réflexion a déjà été portée. Alors, le schéma final devrait être livré en octobre 2017. Voilà, on vous le présentera, on vous montrera, mais je pense qu'aujourd'hui, si on veut travailler sur une commune digne de ce nom, une ville digne de ce nom, dans les années à venir, on a tout intérêt à travailler sur de la place à bâtir. Je vous rappelle juste que dans le cadre de l'étude Arélor, plus de 6000 logements sociaux sont vacants dans le secteur du bassin minier, hein, donc c'est quand même énorme. Sur Bérène actuellement, on a plus de 300 logements vacants, c'est quand même beaucoup. C'est un peu ce que j'exprime, monsieur le maire, c'est qu'il y a quand même dans le bassin houiller, bon, là simplement vous disiez ne pas mettre les lotissements en concurrence les uns avec les autres et avec les Bérinois, mais c'est vrai que quand on élargit un petit peu la focale et qu'on le regarde à l'échelle du bassin houiller, on se rend bien compte qu'il y a peut-être plus d'offres que de demandes actuellement. Donc est-ce que les réflexions elles vont encore être pertinentes aujourd'hui? C'est toute la question. Là vous avez raison, il y a plus d'offres sur de la location, mais aujourd'hui on se dirige plutôt sur de l'achat. Et je pense qu'on aurait dû déjà anticiper cette problématique il y a 30 ans, parce que si on fait l'analyse réelle des habitants qui habitent à Eutin, des habitants qui habitent à Etzlin, des habitants qui habitent dans les lotissements à Bousbach, qui habitent à Kerbach, vous avez que des Bérinois, ou des enfants de souche. Et je trouve que c'est franchement dommage, je pense qu'on a vraiment loupé quelque chose, parce qu'aujourd'hui on se retrouve à 7000 habitants, alors qu'on devrait être au moins 15 000 habitants. Mais il fallait anticiper, il fallait vouloir se donner les moyens de réussir, d'ouvrir des vraies négociations, parfois baisser la tête et dire oui, vous avez peut-être raison. Voilà, mais c'est ce que nous faisons. Je veux dire, l'affaire Borne, elle n'a pas été si simple. Hein, jusqu'à quand même une personne d'un certain âge, ce qui est très difficile en affaires, à un moment, voilà, on a réussi à tomber d'accord. Et je pense que là, c'est une belle ouverture sur un futur projet. Et ces projets-là, on doit continuer à les faire évoluer, sinon on n'y arrivera jamais. Sinon, Bérène, dans 40 ans, Bérène sera qu'un petit bout de village, quoi. Bien entendu. Maintenant, sur le fond des choses, donc là, le bout de terrain qui donne sur la rue des Jardins a été acquis à 5 000 € l'art. Je ne sais pas pourquoi maintenant on calcule. Non, 50 € le mètre carré, ça fait 5 000 l'art. Multiplie par 100. Oui, mais je sais pas, moi j'ai l'habitude de calculer en art et j'ai des prix en tête sur le secteur à l'art. Je ne sais pas pourquoi on passe maintenant au mètre carré, mais bon, peu importe, c'est pas important. On arrive encore à multiplier par 100, c'est pas dramatique. Par contre, donc les autres sont à 1100 € l'art. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le montant que l'acquisition qui était proposée par l'EPFL à l'époque? Le montant, c'est toujours 11 €. Le montant de l'EPFL sur les propositions de terrain qui ont été achetées, c'était 11 €. Et c'est justement sur la parcelle 441 où il y avait un blocage important, où M. Borne expliquait que cette parcelle qui donnait sur la rue, qui pouvait être très rapidement viabilisée, avait une valeur différente. Et très sincèrement, je pense qu'il a entièrement raison. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a trouvé cet accord, où cette parcelle-là, on a acheté à 5 000 € là. C'est un peu normal. C'est pas anormal. Ce n'est pas anormal, je ne trouve pas ça anormal. Ce sur quoi je veux mettre le doigt, c'est que il ne faudrait pas qu'on arrive. Vous avez évoqué de nouvelles négociations avec d'autres personnes sur des propriétés importantes. Je ne voudrais pas que les habitants qui, à l'époque, il y a une quinzaine d'années maintenant, avaient fait l'effort de vendre leur terrain, soient spoliés par rapport à des négociations. Évidemment, ponctuellement, au cas par cas, sur des éléments comme la parcelle 441, c'est pas discutable. Mais il ne faudrait pas que sur le reste, maintenant, on imagine que les parcelles soient vendues à des prix qui ne correspondent plus à ce qui avait été pratiqué à l'époque. Il n'y a pas eu beaucoup d'augmentation sur le foncier pendant toutes ces années. Je
pense que l'éthique, là aussi, la moralité, ce serait de rester dans les mêmes Non, zones. non, je vous rejoins, c'est bien la raison pour laquelle les autres parcelles ont été achetées à 11 euros. Hein. Et ce n'était pas négociable. Donc, voilà. Mais vous avez raison, il ne faut pas que ce soit après du grand n'importe quoi, il ne faut pas que les autres soient disponibles. Très bien. Concernant le Rosengarten, plus d'autres questions? Merci. Donc on va passer au vote. Qu'est-ce qui est pour? L'unanimité. Merci. Délibération suivante. Monsieur Afriad, acquisition du CC3, du centre commercial 3. Merci. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2121-29 et L2321-1, vu le programme de renouvellement urbain en cours, dans la DUP initiée en mars 2013, considérant la nécessité d'acquérir les parcelles du centre commercial 3 auprès de l'EPFL, au regard de l'arrêté numéro 2013 DLP BUP 60 du 4 mars 2013 et de la Convention foncière numéro 101-5 passée entre l'EPFL et la ville de Beren-les-Forbach en date du 11 août 2005, considérant l'avenant numéro 4 de la dite convention, considérant l'estimatif du prix de revient établi par le PFL en date du 23 janvier 2017 relatif aux parcelles acquises hors logement encore occupées à ce jour, à savoir le montant total de l'acquisition 848,70 euros TTC dans 18 695,62 euros de TVA sur la marge de 93 478,09. Se décompose comme suit. Donc en 5 annuités. Donc la première en 2017 de 196 926,24 euros et les suivantes de 178 230,62 euros. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement des annuités selon le planning établi ci-dessus, d'autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à ces versements et de dire que les crédits sont inscrits par décision modificative au budget primitif 2017 de la ville. Merci, M. Afriad. Est-il des questions? Ça concerne le centre commercial. M. Bégala? Oui, monsieur le maire, présenté comme ça, est-ce qu'il faut comprendre que l'ensemble du centre commercial 3 est propriété maintenant de la ville ou est-ce qu'il reste encore... Il reste encore la famille Yasser Saïd. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas un plan derrière, Mme Mangine, non? Oui, mais tout est assuré. Oui. Voilà. Et concernant l'affaire Yasser Saïd, donc le jugement devrait nous parvenir au mois de juillet, je ne sais pas exactement quelle date. Début juillet. Voilà. Vous voyez, là, c'est au plan, tout est assuré. Tout est en rose et tout est assuré. Il ne reste plus qu'une famille. Voilà. Y a-t-il des questions par rapport à ces remboursements à l'EPFL? Pas de remboursement. Qu'est-ce qui est pour? Je ne sais pas si tu peux voter, toi. Qu'est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Allez, délibération suivante. Monsieur Afriad. Merci. Acquisition de biens immobiliers. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1311-9 à L1311-13 et L2241-1 à L2541-12, vu l'article L3221 du Code général de la propriété des personnes publiques, considérant que les communes peuvent accroître leur patrimoine en faisant l'acquisition de biens immobiliers ou de droits, ces acquisitions peuvent être réalisées selon deux modalités, soit à titre onéreux selon des procédés de droit privé, à savoir l'achat et l'échange, ou des procédés de droit public, à savoir l'expropriation ou le droit de préemption, soit à titre gratuit par le biais de l'acceptation de dons et legs ou de l'acquisition de biens sans maître. Considérant que la saisine des domaines est obligatoire pour toute acquisition d'une valeur hors taxe, hors droit supérieure ou égale à 180 000 euros, il est proposé au conseil municipal de décider de l'acquisition de la parcelle cadastrée en section 13, numéro 12, d'une contenance de 1337 m², propriété de la communauté d'agglomération de Forbach-Porte de France, pour un montant de 10 803 euros.
et de préciser que cette opération sera exonérée de droits au profit du Trésor en vertu de l'article 1042 du Code général des impôts et d'autoriser M. le maire à signer tout acte administratif ou notarié et à intervenir ainsi que tout document se rapportant à cette affaire et de dire que les crédits sont inscrits au budget primitif 2017 de la ville. Très bien, merci. M. Begala. Monsieur le maire, bon, c'est une parcelle qui est à l'arrière du Buren, donc en pleine nature. Est-ce qu'il y a un projet ou est-ce que c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, que dans 30 ans, éventuellement, on pourrait envisager un lotissement dans ce secteur En fait, et au passage, je note quand même que la communauté d'Aglo nous le vend à 8,08 € le mètre carré au lieu de 11. Donc, voilà, ils sont sympathiques. Vous avez entendu pour les éparts aussi. Alors en fait, ce sont des terrains qui sont devenus propriété de l'agglomération de Forbach, parce qu'en fait, lorsque l'Aglo a acheté les terrains pour créer le Technopole, ben, ils ont acheté des terrains à des agriculteurs, et les agriculteurs dans les négociations disaient, écoutez, moi je vous vends mon terrain sur le Technopole, par contre j'ai des terrains dans la cité ou dans Beren, ben, vous les prenez également. Donc c'est comme ça qu'en fait que l'Aglo est devenu propriétaire de certaines zones, et au fur et à mesure, on va essayer de mettre en place un plan pluriannuel pour essayer de les racheter, pour qu'ils deviennent propriété communale. Voilà, c'est tout. Y a-t-il d'autres questions? Merci. Donc, qu'est-ce qui est pour cette acquisition? Merci. Délibération suivante, je demanderai à Madame Debacha de celle-là, de vouloir quitter la salle du conseil municipal parce qu'elle est concernée par cette délibération. Merci Madame Debacha. Et je passe la parole à Monsieur Afriad. Merci M. le maire. Cession d'une parcelle cadastrée en section 20, numéro 291 d'une contenance de 82 m². Vu l'article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales en vertu duquel toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2000 habitants donne lieu à une délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles, le conseil municipal délibère en vertu de l'avis de l'autorité compétente de l'État. Vu l'article L3221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, vu l'avis du service des domaines rendu le 2 mai 2017, vu la délibération numéro 8 du 27 juin 2013, vu la délibération rectificative numéro 8 du 8 novembre 2013, considérant le bien immobilier cadastré en section 20 numéro 291 d'une contenance de 82 m², propriété de la commune de Beren-les-Forbach, considérant que toute cession d'un bien immobilier d'une commune de plus de 2000 habitants doit être précédée de l'avis de l'autorité compétente de l'État, et proposer au conseil municipal d'autoriser la cession de la parcelle cadastrée en section 20 numéro 291 d'une contenance de 82 m² à monsieur et madame Khalid Debacha moyennant un montant de 1 500 € TTC, et de dire que dans l'acte de vente devra figurer la mention la parcelle est grévée d'une servitude non edificandi et non silvandi au bénéfice de GRT Gaz, d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte administratif ou notarié et à intervenir ainsi que tout document se rapportant à cette affaire. Le plan est loin. Monsieur Afriad, Monsieur Begala, une question? Oui, Monsieur le maire, effectivement, je connais cette affaire. C'est une erreur de construction de la famille de Bacha, dont le toit, la maison déborde sur la propriété communale. Par contre, je ne sais pas pourquoi 1 500 €. On est à 18,29 € le mètre carré. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire un effort et rester dans le cadre des 11 € dont on parlait là sur plusieurs délibérations? Ça, c'est ma première remarque. Compte tenu du fait qu'il y a une servitude, le tuyau de gaz passe là-dedans, on ne pourra jamais y construire, on ne peut même pas y planter un arbre. Voilà, donc est-ce que c'est un chiffre symbolique et donc la question est de savoir pourquoi pénaliser comme ça, double peine, ils ont fait une faute, le toit est trop grand et en plus il va falloir qu'ils payent encore 1 500 €. Moi je vous proposerais d'être un peu plus magnanime et de le faire passer à 11 €. Écoutez, moi je vous entends. En même temps, cette délibération elle a été votée une première fois en juin 2013. Vous siégez au conseil municipal. Elle est passée à nouveau en novembre 2013.
puis ensuite, pour des erreurs cadastrales, le numéro a été changé, donc on a dû changer maintenant de numéro, et aujourd'hui, donc on arrive à l'aboutissement de ce dossier qui traîne depuis un certain nombre d'années. Maintenant, le prix fixé était le prix de l'époque, qui était fixé par les domaines. Hein. Donc nous, on applique simplement la délibération qui était votée. Maintenant, si l'équipe municipale est d'accord pour céder cette parcelle à 11 € comme vous le proposez, moi je n'en vois pas d'inconvénient. À 11 € le mètre carré, ça passe. Ce dégât-là, vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord? Moi, je l'ai proposé. Ok, non, mais c'est bien. C'est bien, je veux dire. Non, mais c'est vrai qu'on s'est posé la question en disant mais pourquoi ils doivent payer autant? Parce que c'est un terrain où on ne peut rien faire. On ne peut vraiment rien faire du tout. Ils ne peuvent même pas planter un arbre, rien du tout. Mais bon, je pense que l'important, c'est de régulariser cette situation qui aujourd'hui embête un peu tout le monde, hein, la collectivité, la famille de Bachat. Alors, on va modifier la délibération, on va passer à 11 € le mètre carré. Donc 11 fois 82, 912. D'accord? Très bien, merci. Donc on passe au vote. Qu'est-ce qui est pour? À l'unanimité, merci. Donc vous pouvez faire rentrer Madame de Bachat. Délibération suivante, toujours M. Afriade. Acquisition de biens immobiliers. Non, c'est pas la bonne. Non. Distraction. Ah, excusez-moi, non, je suis à côté. Je commence. C'est toujours M. Afriade. Demande de distraction de régime forestier de compensation. Le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L2541-12 et suivant, vu la circulaire DGFA vu la circulaire du 3 avril 2003 du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales qui décrit la procédure de distraction du régime forestier, vu la volonté de la municipalité de réaliser un aménagement à l'entrée nord de la ville sur les parcelles en section 10, numéro 80 et 135, considérant que ces parcelles gérées par l'Office national des forêts sont classées en zone NF et relèvent du régime forestier, qu'il convient d'en demander la distraction du régime forestier, considérant que la demande de distraction concerne les parcelles 10, les parcelles numéro 80 et 135 en section 10, d'une contenance respective de 6300 m² et 4495 m², pour une surface totale à distraire de 10 802 m², considérant que la commune propose en compensation l'application du régime forestier pour les parcelles de propriété communale suivantes, numéro 26, 34, 141, 142, 143 et 144, en section 14, d'une surface totale de 9215 m². Les surfaces en compensation sont légèrement inférieures aux surfaces à distraire du régime forestier. Toutefois, il est à souligner qu'elles sont plus utiles que les parcelles en gestion actuelle. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à déposer une demande de distraction et d'application du régime forestier sur les parcelles précitées et à signer tous les documents et actes relatifs à ce dossier. Monsieur Bégal, une question? Peut-être deux? Oui, peut-être plusieurs, oui. Il y a aussi quelques explications, monsieur le maire. Donc on est là dans le cadre de ce fameux projet sur l'entrée nord, projet pour lequel à plusieurs reprises au cours des derniers conseils municipaux vous avez demandé de vous informer en disant est-ce que vous avez des plans, est-ce que vous avez des schémas, est-ce que vous avez quelque chose à nous mettre sur la table. Et à ma grande surprise, j'ai constaté à partir du 15 mai que sur ce secteur, il y avait une enquête publique dans le cadre de la révision du PLU, avec des plans, avec des schémas, avec un projet qui existe, avec le plan du fameux rond-point à l'entrée de ville. Je me dis, tiens, de quoi s'agit-il? Alors, première remarque, c'est que sur la délibération, vous faites état d'une surface à distraire de 10 802 m². J'ai là les éléments de l'enquête publique qui se réfèrent à 6 650 m². Donc, de nouveau, une différence de superficie qui est relativement considérable. Et en plus, le risque dans le cadre de l'enquête publique d'avoir un élément qui soit erroné. Donc question, est-ce qu'il s'agit de 10 000 m² ou de 6 650 m² en l'occurrence. Maintenant sur le projet lui-même, donc là j'ai
J'ai le relevé de décision qui a été pris dans le cadre de la déclaration du projet PLU, la réunion des personnes publiques associées. Je constate sur ce compte-rendu qu'un certain nombre de remarques ont déjà été formulées par la Chambre de métiers, qui fait part de son inquiétude liée à l'impact de l'ouverture d'un nouveau commerce en entrée de ville qui pourrait concurrencer la supérette de 300 m² bientôt installée dans la cité, et puis largement sur l'équilibre de l'offre commerciale du secteur. À quoi vous avez répondu qu'il s'agit d'une offre discount et que le propriétaire de la supérette de 300 m² en est informé, que ça ne le gêne pas beaucoup. Ensuite, le conseil départemental de la Moselle qui dit que le financement du giratoire n'est actuellement absolument pas assuré et qu'un projet d'aménagement global de la commune vous est demandé. Et entre autres, la réalisation par l'agence Benjamin Fedeli, AUP, Lorraine, devrait être communiquée au département. Moi aussi, j'aimerais bien, à un moment donné, que nous parlions autour de cette table de ce fameux projet, mais peut-être que l'occasion nous est donnée à cet instant. Et ensuite, la direction départementale des territoires qui dit, la DDT met en avant l'incompatibilité du projet d'implantation commerciale en entrée de ville avec le SCOT en vigueur, qui au travers de ses orientations favorise la restructuration des surfaces commerciales existantes, mais interdit la création de nouvelles surfaces. Il existe ainsi une fragilité du dossier de déclaration de projet en cas de contentieux. La DDT émet également des réserves sur cette nouvelle entrée de ville et s'interroge en particulier sur la notion de désenclavement qui avait été avancée. Ensuite, elle dit que concernant l'espace boisé, la DDT indique qu'un dossier de défrichement devrait être réalisé. Je pense que c'est l'occasion de la délibération de ce soir. Et pour terminer, elle dit que vous avez engagé, Monsieur le maire, la procédure d'urgence concernant la révision de ce plan local d'urbanisme et qu'il s'interrogeait également sur le caractère d'intérêt général qui justifierait cette urgence. Donc voilà, je suis un peu interloqué par tous ces éléments que j'ai découverts en allant moi-même rencontrer l'enquêteur public. Donc sur le fond, un projet qui semble bien plus avancé que ce que vous avez voulu jusqu'à présent nous faire croire, Monsieur le maire, avec des plans, avec des dessins, avec des chiffrages, des consultations qui ont déjà été réalisées, des déclarations d'urgence qui ont été faites, et finalement pour faire quoi? Quelle est la finalité de ce que vous entreprenez là, étant donné que les partenaires avec lesquels nous travaillons habituellement, direction départementale du territoire, voilà le plan en question, qui a été modifié, je vois, on a enlevé déjà le crédit mutuel, donc il consiste à démolir une partie des bâtiments rue des Cévennes à hauteur du 13-17. Il semblerait, d'après les informations que j'ai pu récolter, que la SNI n'en a pas parlé jusqu'à présent dans les réunions qu'elle fait avec les habitants. Voilà. Donc ce projet, vous nous le présentez ce soir, je pense que c'est par réflexe, alors que quand la question a été posée, est-ce que vous pouvez nous montrer un plan, vous avez répondu systématiquement, non, absolument pas. Nous sommes à l'état de projet, c'est qu'une idée, c'est que des intentions, rien d'écrit existe encore. Force est de constater que ce n'est pas vrai. Vous avez raison, M. Bégard. Quand on est au stade embryonnaire de projet, on ne peut pas s'avancer, on ne peut pas trop mettre sur place publique comme ça des informations que nous-mêmes nous ne maîtrisons pas. Là, vous avancez des entrées à la rue des Cévennes. Si ça se trouve, ça ne se fera jamais. On ne connaît pas. Donc, vous voyez pourquoi toute la difficulté de mettre aujourd'hui, ce soir, publiquement, devant tout le monde, un plan qui peut-être ne se fera jamais. La seule certitude, c'est que nous allons nous battre pour qu'il y ait un giratoire à la sortie de Bérem. Ça, c'est la seule certitude aujourd'hui sur ce projet. Après, la deuxième certitude, c'est que l'ONF, donc l'Office national des forêts, nous a écrit, nous dit que cette zone forestière, aujourd'hui, elle n'est pas du tout pratique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accès pour eux, franchement, ils sont même favorables à ce déboisement. Voilà, ça c'est des vraies certitudes. Après, qu'il y a une banque, qu'il y ait une surface commerciale, je ne sais pas, si ça se trouve, il y aura une usine, peut-être pas. Mais la seule certitude, c'est, à mon avis,
donner la possibilité aux Berrinois, surtout ceux qui sont sans véhicule, de descendre de façon sécurisée à Forbach, de leur donner la possibilité de se rendre dans la forêt de la Pistaquelle, qui est en plus vachement jolie. Et aujourd'hui, pour y aller, pour y accéder, eh ben, il faut faire du rodéo, parce que les véhicules sont limités à 70, mais sur plus à 100 km/h pour autre chose. Voilà, ça, ce sont des vraies certitudes. Après, aujourd'hui, on n'a pas le projet validé, et on ne peut pas donc forcément s'avancer sur des choses qu'on n'a pas. C'est aussi une zone accidentogène. Exactement. C'est ça que c'est important. Alors, vous insistez sur l'implantation du giratoire. On est en plein dans la métaphore par rapport à la forêt, mais pour moi, c'est l'arbre qui veut cacher la forêt, ce giratoire que vous voulez faire. C'est-à-dire que ce n'est que le prétexte pour en fait, moi, ce qui m'intrigue, c'est ce projet de centre commercial. On le voit, il est grisé là, sur la partie supérieure. Il est grisé, c'est le projet de centre commercial qui est prévu là-haut. On n'a jamais dit qu'il n'y aura pas un centre commercial. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a signé aucun document avec qui que ce soit. Donc on ne peut pas s'avancer sur des choses que vous avancez comme ça, un centre commercial, un magasin de Moi, j'avance rien, moi j'ai un plan sous les yeux. Voilà. J'ai un plan sous les yeux, j'ai une procédure d'urgence pour la révision du plan local d'urbanisme qui traite justement de ce secteur et en particulier qui prévoit d'enlever, alors vous dites que l'ONF dit que, alors comment c'est marqué, que les nouvelles, les nouvelles surfaces seraient plus utiles que les parcelles en gestion actuelle. Attendez, ça reste à poumon vert pour les Berrinois, ça reste un endroit... vous avez déjà été vous promener là-bas? Oui, bien sûr, je vais me promener là-bas. Un poumon vert pour les Berrinois, c'est déjà... Pourquoi vous posez ces questions? Pourquoi je devrais ne pas aller me promener là-bas? Je connais cette ville aussi bien que vous, monsieur le maire. Peut-être même mieux. Je suis un peu plus vieux que vous. Donc là, simplement, ce que je constate, c'est qu'on est en train de prendre une décision qui vise à déboiser un secteur sur lequel vous venez de le dire vous-même. Aucun projet ferme et définitif, il existe pour l'instant. Par contre, il y a une procédure d'urgence en révision du PLU. On s'aperçoit qu'il y a un carrefour qui est redessiné. On s'aperçoit qu'il y a une consultation qui a été faite et que nos partenaires, la DDTE et la Chambre des métiers, ne sont absolument pas favorables à un tel projet. Et vous persistez simplement en insistant sur l'aspect sécuritaire. Je dis non. Ou alors on en parle globalement, ou alors on retire complètement cet aspect commercial et on dit voilà, on veut mettre un rond-point, basta. Mais on prend ses responsabilités. J'assume toutes mes responsabilités, sauf que je ne veux pas, et on ne veut pas s'avancer sur des sujets où nous-mêmes nous n'avons aucune validation, aucune convention, aucun accord, aucun contrat. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que ce giratoire, il est plus que nécessaire. Ce déboisement, à mon sens, il est utile. Après, est-ce qu'il y aura une route qui va traverser et qui ira dans la rue des Cévennes pour pouvoir désengorger une partie de Bérennes, qui est sur la partie rue Saint-Blaise, Edzaker, Petite-Vosges, rue des Chênes, et l'autre rue qui pourrait donner sur la Liberté, vous voyez, dans les axes. Je ne sais pas. Aujourd'hui, nous, on dit, voilà, là-bas, il faut un giratoire. Après ce giratoire, est-ce qu'on pourrait en tirer d'autres intérêts en mettant peut-être une route qui passerait dans la cité différemment? Apparemment, ça conviendrait aussi dans le cadre du schéma directeur. On nous dit, cette cité, il faut l'ouvrir au territoire. Aujourd'hui, vous voyez bien, quand vous montez de Tain, Bérennes est complètement enclavée, complètement fermée. Qui est-ce qui rentre dans Bérennes? Uniquement les personnes qui y habitent. Vous voyez, c'est par rapport à des réflexions de ce type qu'aujourd'hui on se pose toutes ces questions. Mais sincèrement, si demain on met ce giratoire en place, on arrive à mettre cette route qui traverse éventuellement la rue des Cévennes, et si un organisme bancaire ou je ne sais quel autre négoce s'installe, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça ouvrira Bérennes sur le territoire, moi je pense, très sincèrement. Ça donnera envie, effectivement, ça donnera envie de rentrer dans Bérennes. Et c'est toute la problématique de ces personnes qui viennent souvent de Strasbourg ou de Paris avec leurs études bien ficelées, qui nous disent franchement on n'a pas envie de rentrer dans la cité quand on y arrive. C'est à chaque fois comme ça, ils n'ont pas envie de rentrer et ça ne donne pas envie. Et donc c'est tout ce côté de la cité qu'il faut absolument valoriser pour qu'on puisse penser aux Bérennes de demain. Voilà. Sachant qu'on a quand même déjà investi avec la CENI pratiquement 80 millions d'euros, quoi. Je veux dire, c'est quand même pas mal d'argent. Donc, investir 80 millions d'euros dans un projet de rénovation urbaine, je pense que des éléments de désenclavement comme les giratoires, d'ailleurs vous-même vous avez validé le giratoire de la Pistaquelle à l'époque, c'est hyper important. C'est hyper important. Il faut créer ce périphérique, comme vous le disiez. Il faut le créer. Merci de le rappeler.
Ce que je veux dire simplement, c'est que dans cette enquête publique, vous affirmiez vous-même être en relation déjà avec des discounters. Et d'autres, oui, effectivement. Oui, et donc, alors ne dites pas qu'aujourd'hui il n'y a pas de projet d'implantation de zone commerciale. Si le projet consiste uniquement à mettre un rond-point, ben, disons-le, mais à ce moment-là, laissons la forêt dans l'état où elle est. On a lancé une consultation pour savoir si les gens étaient prêts à céder un demi-hectare de bois sur ce secteur. Il y a énormément de personnes qui ont répondu qu'ils souhaitent garder et conserver ce poumon vert. Énormément de personnes sur une consultation qui a touché près de 300 personnes. Donc c'est pas rien, c'est pas négligeable, c'est pas quelque chose qu'on peut balayer comme ça d'un revers de main en disant il faut ouvrir la ville. C'est pas en mettant ou en enlevant quelques arbres qu'on arrivera à faire la différence par rapport à un projet qui soit structurant, je le reconnais, au titre du giratoire, mais au titre de la zone commerciale, je pense que ce sera une erreur pour l'avenir. En tout cas, c'est ce que me disent les Bérinois que je consulte. Très bien. En tout cas, moi, quand j'ai la vue de Bérenne, vue du ciel, quand je vois cette rue Joliot-Curie, quand je vois toute cette rue de la Liberté, quand je vois cette rue des Cévennes, quand je vois ces rues Saint-Blaise, je me dis que Bérenne est franchement beaucoup trop enclavée, il faut absolument ouvrir. Voilà, c'est mon point de vue. Vous prêchez à un converti, qui c'est qui a désenclavé en premier? Enfin, je sais pas, c'est quand même, vous prêchez à un converti. Moi, j'ai toujours comparé Bérenne à un château. Quand on regardait justement les rues que vous évoquez, rue de la Liberté, rue Saint-Blaise, à l'époque encore avec la tour Stanislas au milieu, on avait les remparts avec le donjon au milieu. Donc vous prêchez un converti, mais il n'empêche que quand on lance un projet, il faut qu'il s'inscrive dans une réflexion globale. Vous avez lancé une procédure d'urgence de la révision du PLU sur ce secteur avec le projet tel qu'il est ici. Si maintenant vous le remettez en cause, ben mettez fin à l'enquête publique. Pour l'instant, on ne remet rien du tout en cause. Pour l'instant, on avance et on essaye de réaliser les projets du mieux qu'on le peut, du mieux qu'on les a réfléchis. Et vous dites que vous avez 300 personnes qui vous ont dit le contraire. Ben nous, on a bien plus que ça qui nous disent que vous avez entièrement raison. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Donc, qu'est-ce qui est pour? Merci. Qu'est-ce qui est contre? Je ne sais pas si vous pouvez voter, Madame Kopp. Bah, il vote pour moi, il a mis à la porte. D'accord, très bien. Merci à vous. Dernier point à soulever, c'est juste un avis, ça concerne l'environnement. Je passe la parole à M. Afrial. Avis sur l'exploitation d'un bâtiment de stockage et de tri de textiles soumis à enquête publique au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2541-1 et suivant, vu le dossier transmis par la préfecture de Moselle présenté par la société Tri d'Union relatif à l'exploitation d'un bâtiment de stockage et de tri de textiles, d'habillement, linge de maison et chaussures de ménage sur le territoire de la commune de Bérenne-de-Forbach, vu les plans et documents produits à l'appui de cette demande, vu le rapport de recevabilité de l'inspection des installations classées en date du 9 février 2017, vu l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement en date du 9 mars 2017, considérant que l'enquête publique s'est déroulée du 20 avril au 29 mai 2017, considérant que tous les documents constituant le dossier d'enquête publique sont tenus à la disposition des conseillers comme du public depuis le 20 avril 2017, considérant qu'à la lecture des dossiers d'études d'impact et d'études des dangers, l'ensemble des nuisances environnementales générées par l'exploitation d'un bâtiment de stockage et de tri de textiles, d'habillement, linge de maison et chaussures de ménage sont bien prises en compte et que des réponses adaptées sont apportées pour limiter les impacts sur le milieu naturel. Il est proposé au conseil municipal d'émettre au vu de ces éléments un avis favorable à l'implantation sur le technopôle Forbach Sud de ce nouveau bâtiment permettant la valorisation des textiles tout en demandant à la société Tri d'Union de mettre en œuvre toutes les préconisations listées dans le dossier d'enquête publique afin de minimiser les nuisances et de garantir le maintien d'un environnement de qualité. M. Afrial, y a-t-il des questions par rapport à cette installation d'Emmaüs Tri d'Union? Pas de questions. Alors, c'était simplement un avis.
Il n'y a pas de vote là-dessus? D'accord. Bon, bah, écoutez, ce conseil municipal est terminé. Je vous remercie.